À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. Nous parlons toute cette semaine de l'héritage laissé par Jacques Ellul, né il y a 100 ans cette année. Un intellectuel atypique, anarchiste chrétien, militant altermondialiste avant l'heure. Dernier volet de cette série pour mesurer aujourd'hui comment l'homme est considéré par ses héritiers. Une série proposée par Jean-Christophe Emery, c'est Dominique Stalder qui en signe la réalisation. Nous terminons cette série d'émissions qui nous fait entrevoir la pensée de Jacques Ellul par le biais notamment de celles et ceux qui s'en réclament, les héritiers de Jacques Ellul. Avec vous, Jean-Christophe Emery, bonjour. Bonjour Pierre-Yves Moret. Alors depuis le début de la semaine, nous redécouvrons la pensée de Jacques Ellul et son héritage, ceux qui s'en réclament. Hier, nous parlions de l'héritage de Jacques Ellul outre-Atlantique, aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons retourner dans le fief de Jacques Ellul en Gironde, à Bordeaux. Absolument, ouais. J'y ai participé il y a 10 jours à un colloque consacré à Jacques Ellul. On est donc en quelque sorte dans l'épicentre de ceux qui conservent, qui alimentent cette mémoire, qui essayent de... J'ai rencontré par exemple quelqu'un qui essaie de trouver toutes les cassettes audio de Jacques Ellul et d'en faire la transcription, donc il y a une sorte de conservation de son patrimoine. Et puis il y a évidemment des gens qui sont des anciens élèves du professeur bordelais. Il y avait tout un tas de monde à ce colloque. Et ce colloque donc avait lieu à Bordeaux, qui était le lieu où Jacques Ellul a enseigné et travaillé toute sa vie. On est à l'université de Bordeaux 4, pour être précis, juste à côté de la cathédrale Saint-André. Et il y a un amphithéâtre dans lequel Jacques Ellul a enseigné lui-même. Donc il est décédé en 94, ça fait 18 ans, mais il a enseigné toute sa carrière à cet endroit-là. Il y avait une centaine, 150, peut-être 200 personnes au maximum présents à ce colloque, des gens de tout âge, aussi bien des personnes, on attendait évidemment des cheveux gris parce qu'il y a des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui ont été ses élèves, il y a des gens de sa famille qui étaient là, vous l'entendrez, son fils Yves Ellul tout à l'heure. Et puis il y a des jeunes doctorants qui sont là, qui font des interventions. Il y a par exemple une jeune doctorante qui a très finement analysé le cinéma américain, décortiqué la figure de l'ennemi dans le cinéma américain à partir de le travail sur la propagande de Jacques Ellul. Une analyse très intéressante. Donc il y a une certaine vitalité aussi dans les jeunes générations, parmi les jeunes générations, de la pensée, en tout cas d'une certaine pensée critique de Jacques Ellul. Je vous propose donc dans un premier temps de cette émission d'entendre comme ça assez largement dans les couloirs, pendant les pauses de ce colloque, les participants qui se sont intéressés à ces 3 jours de colloque. Et puis tout à l'heure, on entendra Patrick Chastenay, qui est un peu le Monsieur Ellul France. C'est vraiment lui qui a interviewé pendant 14 ans d'affilée Jacques Ellul sur tout un tas de sujets et qui aujourd'hui enseigne en Sciences Po à Bordeaux. Il a un cours sur Jacques Ellul, mais il préside aussi la branche française de l'association internationale Jacques Ellul et c'est lui qui organise tout un certain nombre d'événements. Il est évidemment très présent à ce colloque. Mais avant cela, j'ai tendu mon micro aux jeunes et moins jeunes qui participaient à ce colloque. Bonjour, moi je suis étudiante en thèse au CMRP, le centre de recherche qui organise ce colloque. Vous voulez bien me dire votre nom ? Oui, je suis Isabelle Lameau. J'ai lu Ellul depuis très longtemps et ma thèse est très inspirée de ses travaux et donc c'est pour ça que je suis là. C'est plutôt le volet sociologique d'Ellul qui vous intéresse ? Oui, c'est le volet sociologique et surtout la critique de la technique. Quand il publie en 1954 La technique ou l'enjeu du siècle, j'ai l'impression que c'est aussi l'enjeu du nouveau siècle, du 21e siècle, et avec un développement frénétique des technologies dans tous les sens où on maîtrise plus grand-chose. Et donc c'est pour ça que pour moi sa pensée est vraiment importante. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Quel intérêt ? Quel intérêt ? Ellul, simplement parce que Ellul a été mon professeur à Bordeaux quand j'étais jeune. Ensuite, il a été mon collègue à Bordeaux, à l'université et à l'Institut d'études politiques. Donc vous êtes un professeur retraité ici de cette université ? On ne dit plus retraité. Émérite. Voilà. Pas de cette université parce que j'ai quitté Bordeaux juste après avoir publié les mélanges en hommage à Jacques Ellul. Est-ce que vous auriez bien recherché ma jeunesse ici, et lui, et la sienne. Et quoi en particulier ? Quelle flamme ? Si vous voulez, le fait qu'Ellul a été pour toute ma génération de Bordelais, à la faculté et surtout à l'Institut d'études politiques, ça a été un phare, quoi. C'était notre patron. Il y avait 2 patrons, Ellul et Duverger. Et avec ça, on pouvait partir dans la vie et s'en sortir. Est-ce que vous auriez peut-être un souvenir personnel qui vous vient à l'esprit ? Une anecdote ? Non, parce que c'était pas un homme drôle.
Donc il n'y a pas d'anecdote. Il y a des souvenirs, oui, de 1968. Là, il a été complètement paumé. L'université, c'était ça, sa référence, si l'on peut dire. Il vivait pour elle, parce qu'elle lui permettait de travailler, de réfléchir, et en même temps de s'adresser à un public d'étudiants auquel il transmettait un message, qui était un message terriblement original et terriblement intellectuel à l'époque. Dans les facultés de droit, on ne parlait pas de la propagande. Dans les facultés de droit, on ne parlait pas de la technique. On parlait fort peu de la religion, parce que la République se voulait laïque, bêtement. Enfin, ça, c'est son problème. Et toute cette période-là, c'est la grande période où Ellul forme des générations d'intellectuels et à la fois de politistes, puisque pour moi, il reste un des maîtres de la science politique française. Après, en 1938, lorsque l'université perd sa fonction première et aussi une belle part de son prestige, il s'en éloigne doucement. Il n'a pas été le seul. N'allons pas plus loin. Est-ce que j'ose vous demander votre nom ? Emery. Et votre prénom ? Claude. Je suis lecteur d'Ellul et je suis intéressé par l'actualité de sa pensée. Qu'est-ce qui vous a accroché dans sa pensée ? L'analyse de certains faits techniques qui correspondaient à ma réalité, vu que je suis ingénieur de formation. Et donc, vous avez développé par Ellul ou avec Ellul ou à côté d'Ellul une pensée critique par rapport à votre propre profession ? Oui, j'ai approfondi certaines choses. Ça n'a pas l'air évident. Non, c'est pas évident parce que Ellul est embêtant. Il nous met dans une situation éthique où on doit faire des choix. Quelque part, on aimerait bien, dans certains cas, ne pas avoir connu Ellul pour ne pas se poser de questions. D'abord, je suis protestante de l'Église réformée de France et puis j'ai fait un travail sur les médecines parallèles. J'ai fait une thèse sur les médecines parallèles et je me suis beaucoup inspirée pour ma thèse de la pensée d'Ivan Illich. Donc il faut préciser que Ivan Illich, c'est quelqu'un dont la pensée a passablement de proximité avec celle de Jacques Ellul, raison pour laquelle on l'évoque à ce colloque. Voilà, oui, exactement. Et j'étais très très intéressée par la communication de ce matin. Quel écho, Jacques Ellul, vous me dites que vous ne connaissiez pas vraiment Jacques Ellul ici, bien qu'étant bordelaise. Bien qu'étant bordelaise et protestante. Quel écho je pense que quand même la pensée protestante locale doit être influencée par le travail de Jacques Ellul. Merci, est-ce que je peux avoir votre nom s'il vous plaît ? Oui, Nicole Lavie. Si vous pouvez me donner juste votre nom s'il vous plaît. Oui, moi je m'appelle Sylvie Justom et donc je m'occupe d'une petite association qui s'appelle Agora Soulac Énergie qui organise chaque année un festival de la pensée écologique à Soulac-sur-Mer en Gironde. Cette association est toute neuve, elle a 2 ans et elle est née à la suite d'une affaire qui a concerné la population en tant que citoyen dans un débat public. Le danger était l'installation d'un terminal méthanier à la pointe de l'Aquitaine et donc nous avons voulu défendre l'estuaire de la Gironde et défendre aussi des emplois durables, pas n'importe quels emplois industriels mais des emplois durables. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un héritage d'Ellul dans cette action ? Il y a 2 ans, on ne connaissait pas Ellul. En creusant l'enjeu de la pensée écologique, la réflexion sur la technique, on a très vite rencontré Jacques Ellul et les œuvres de Jacques Ellul. Et comme il se trouve que, en plus, c'est un auteur bordelais, évidemment, ça nous a paru évident de nous intéresser davantage à Ellul. Et alors qu'il est, donc, on met sur pied un festival, un 3e festival sur le centenaire de la naissance de Jacques Ellul. Moi, je suis universitaire et j'ai travaillé sur le décroissantisme, sur la pensée d'Arnénès. Et donc, Jacques Ellul est à la fois un inspirateur et un penseur connexe de ces écoles tant norvégiennes que françaises. Personnellement, j'ai un regard partagé parce que le public est à moitié universitaire et à moitié militant, je pense. Il y a beaucoup de militants à ce colloque. Donc c'est assez intéressant de voir le choc des 2 cultures. Alors vous avez un arrière-plan, vous m'avez dit plutôt académique. Du point de vue académique, Jacques Ellul a effectivement subi, on dit, un certain ostracisme. Comment ça se passe ici à Bordeaux ? Vous en savez quelque chose ?
Jacques Ellul est peut-être un peu oublié, il faut bien le dire, des jeunes générations. Il a laissé une marque dans nos maîtres qui l'ont côtoyé personnellement. Il n'y a pas vraiment d'enseignement, je pense, moi, dans l'université où il enseignait lui, il n'y a plus d'enseignement dans sa continuité, mais il y a dans mon laboratoire de recherche, qui est le CMRP, la présence de chercheurs qui analysent sa pensée toujours, et qui ont organisé ce colloque aujourd'hui. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît ? Oui, je suis Nathalie Blanc-Noël, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bordeaux 4. Je m'appelle Philippe Louiset, j'ai 65 ans. Vous-même, vous avez connu Jacques Ellul ? Oui, je l'ai bien connu comme étudiant à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, donc ça a été mon professeur. Et ça a toujours été pour moi une passion que de l'écouter. Il était captivant, très pédagogue, très clair, avec beaucoup de conviction. Ce qui fait qu'actuellement, je cherche tous les enregistrements qui ont été faits de façon à pouvoir que tout cela soit retransmis avec l'accord des héritiers Ellul. Qu'est-ce qui, dans ce que vous avez acquis comme bagage de Jacques Ellul, vous semble être peut-être la chose qui, pour vous, fait écho le plus fortement ? Écoutez, d'abord sur le plan sociologique, c'est toujours l'attitude, je dirais, essayer d'avoir le maximum de lucidité, ce qui est difficile dans une société comme la nôtre, avec toutes les informations dont nous sommes bombardés. Essayer d'y voir clair, je pense que la pensée d'Ellul nous y aide. Et sur le plan théologique, j'ai toujours trouvé chez lui des motifs d'espérance. Et sur le plan du militantisme, on sait que Jacques Ellul était très engagé sur un certain nombre de causes, qu'il a lui-même aussi, avec d'autres groupes, été très actif. Est-ce que vous-même, vous avez participé aussi à des actions militantes ? Quand j'étais étudiant, oui, ça m'est arrivé, mais enfin vraiment à la marge. Mais je suis devenu magistrat et donc tenu à une obligation de réserve. Et donc je fais partie des deux associations qui sont à Bordeaux et j'essaie d'aider les deux associations comme je le peux. Mais je dois appliquer le droit avec le maximum d'objectivité, c'est difficile. Vous-même, c'est d'abord le côté juridique, mais vous ignoriez le côté théologique de Jacques Ellul. Oui, parce que Jacques Ellul était c'était un universitaire et donc il ne mêlait pas à son enseignement des considérations religieuses. C'est quelqu'un qui était très attaché à la liberté. Il ne voulait pas influencer ses étudiants dans un sens ou dans l'autre. Et donc, j'ai découvert plus tard, dans les années 70, qu'il était également théologien, dont j'ai lu certains de ses ouvrages, et j'ai su qu'il faisait des études bibliques à son domicile. Par conséquent, je me suis permis de lui téléphoner. Il a accepté. Donc, c'était un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Et il acceptait les personnes, qu'elles soient athées, qu'elles soient protestantes. Moi, je suis d'origine catholique. Ça a eu une incidence sur vos propres convictions, j'imagine. Oui, ça m'a renforcé dans ma foi, je pense. Ça m'a permis alors que c'était une foi assez sociologique. J'étais catholique parce que j'étais dans un milieu catholique. J'ai été ensuite boy scout catholique. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin et de voir de lire d'abord des textes qu'on ne lisait pas toujours. Et c'était vraiment un travail en profondeur. Vous êtes le fils de Jacques Ellul ? Je suis un des fils, oui. Si je peux avoir votre prénom, s'il vous plaît. Yves. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la transmission de cet héritage ? Écoutez, je suis content de voir qu'il y a une dynamique qui marche. Apparemment, ça tombe pas dans l'oubli, la pensée ressort, fait réfléchir des gens. Bon, là, je trouve que c'est un petit peu trop dans une espèce d'orthodoxie par rapport à Ellul et bon, on remâche un peu trop le discours d'avant. Ça manque un peu de prospective, de gars qui, ayant posé ça comme base, avancent. Qu'est-ce que vous attendriez ? Moi, j'attendrais personnellement parce que, justement, émerge la réflexion sur le christianisme. Voilà. Bon, on en parle ici, mais ça reste un gros tabou dans notre société française, avec la laïcité derrière laquelle on met tout et n'importe quoi. Et donc, effectivement, quand on repose la question
des racines chrétiennes et de qu'est-ce qui peut germer à partir de ces racines, ça m'intéresserait dans la société française. Vous avez l'impression que c'est un volet qui est mis de côté ? Évidemment, on entend que ça, un discours politique, la séparation de l'Église et de l'État, bien sûr, c'est que le b.a.-ba. Et pour vous, ce sont les Américains qui ont le mieux compris ce volet-là ? Ah oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes tabous, c'est évident. C'est évident que pour eux, ça pose beaucoup moins de problèmes. Quelques témoignages recueillis à Bordeaux en marge du colloque organisé autour de l'héritage de la pensée de Jacques Ellul. Pour faire le point sur le dynamisme actuel des cercles qui entretiennent cette pensée, je vous propose d'écouter Patrick Chastenay, professeur en sciences politiques à l'université de Bordeaux 4. Il est aussi l'un des acteurs clés de la diffusion des idées elluliennes, puisqu'il préside la branche française de l'association internationale Jacques Ellul et qu'il est l'une des chevilles ouvrières des colloques Jacques Ellul. Pour moi, être ellulien déjà, comme on est quand même dans le cadre d'une université, c'est d'être ellulien comme on pourrait être marxien, je dis pas marxiste, comme on pourrait être heideggerien, c'est-à-dire c'est adopter une méthode d'interprétation, une méthode d'analyse du monde dans lequel on vit. Et puis il y a un deuxième sens, être ellulien, ça peut vouloir signifier un certain rapport au monde, donc un certain nombre d'engagements dans le monde vécu. Donc pour certains, ça passera à l'intérieur de l'Église ou à l'intérieur d'une Église. Pour d'autres, ça passera à l'intérieur de groupes associatifs. Et même pour certains, ça passe encore à l'intérieur de partis politiques, même si on sait par ailleurs que Jacques Ellul ne plaçait pas ses espoirs dans les partis politiques, dans aucun d'entre eux, y compris dans les partis écologistes, dont il a été contemporain de la naissance, puisque le Nouvel Observateur m'avait demandé donc après 1984, après la création du parti écologiste Les Verts, de réaliser une interview d'Ellul, notamment sur les questions écologiques. Et Ellul a fait une réponse qui, là encore, s'est révélée prophétique. Il m'a dit l'écologie politique ne va rien gagner à entrer dans l'arène de la politique politicienne, puisque très vite, on aura un mouvement écologiste de gauche, un mouvement écologiste de droite, un mouvement écologiste du centre. Là, Ellul avait vu juste. Je dirais que chaque individu où il se trouve peut avoir une démarche ellulienne. Alors, c'est d'essayer toujours de ménager des espaces de liberté, c'est d'introduire des grains de sable dans une machine qui est trop bien huilée. C'est de créer des pôles de tension, de créer des pôles de résistance dans une machine qui, finalement, risque de nous broyer. J'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de paradoxe aujourd'hui par rapport à l'héritage de Jacques Ellul, c'est que inévitablement il y a une sorte d'orthodoxie qui se construit alors que lui-même était réactionnaire par rapport à toute forme d'orthodoxie. Non, alors là, je pense que justement, ça part dans tous les sens. Et donc, on a des elluliens ou prétendus tels qui vont dans toutes les directions, dans le champ politique et même dans le champ politicien. Il y en a donc qui sont au parti Les Verts. Denis Tillinac, pour aller vite, est une espèce de droite bonapartiste, voire populaire, et Jean-Claude Guilbault s'apparente plus à une gauche désormais chrétienne, donc de ces valeurs donc dites progressistes. Bon, José Bové, l'altermondialisme. Alors, il n'y a pas à délivrer de brevets de bonne conduite. Franchement, ça part dans tous les sens. Donc, une orthodoxie. Après, c'est les usages qu'on fait d'Ellul. Faire de la politique politicienne en se réclamant d'Ellul, moi, ça me paraît une contradiction dans les termes. À partir du moment où ça devient plus délicat, c'est quand on exerce des responsabilités, des fonctions de pouvoir. Et là, se réclamer d'Ellul, ça devient quand même un petit peu difficile, puisque, si j'ai bien compris la pensée d'Ellul, c'est justement d'instaurer partout où c'est possible des contre-pouvoirs. Donc Ellul, il est beaucoup plus dans la contestation du pouvoir que dans la prise du pouvoir. Moi, je crois absolument pas que dans sa pensée, il y ait une quelconque invitation à conquérir le pouvoir, que ce soit le pouvoir au niveau local, régional, national, c'est pas sa démarche.
Il y a ce double héritage, Patrick Chastenay, l'héritage sociologique, l'héritage théologique, pour faire court, cette dialectique entre ces deux versants de l'œuvre de Jacques Ellul. Est-ce qu'aujourd'hui on assiste, parce qu'il y a cette difficulté à maintenir ensemble ces deux propositions, j'ai l'impression qu'on assiste à une séparation de ces deux réalités. Comment est-ce que vous percevez cela ? Il y a une partie des éluliens, pour aller vite, ou des élulologues, qui ne sont pas du tout intéressés par le versant théologique. Il y a un risque, puisque je lui avais posé la question de mémoire en 1981 ou 82. La question c'est, sans Dieu, votre œuvre a-t-elle encore un sens ? Et il m'a répondu, mais là encore de mémoire, oui, mais le sens que pourrait lui donner l'acte de Romain Gary. Et Romain Gary venait de se suicider. Patrick Chastenay, vous avez rencontré très longtemps Ellul, vous l'avez interviewé pendant des années. Si vous deviez me dire quelque chose pour rencontrer non pas la pensée, mais l'homme. Alors comme image, moi c'est la première image, c'est son œil, cet œil rieur, intelligent et quelque chose de. Je l'ai fait rire souvent par mes questions, parfois des fois à mes dépens. Un regard qui vous enveloppe de sa chaleur. En tout cas, pour moi, c'était ça. Et je sais par ailleurs, parce que j'ai eu plein de récits qui pouvaient être extrêmement cassants, il a pu être dur, qui pouvaient être péremptoires, comme on le voit dans ses écrits. Mais enfin, moi, j'ai été épargné. Patrick Chastenay, dernière question. Comment est-ce que vous voyez le présent, l'avenir de la pensée de Jacques Ellul et des cercles qui l'entretiennent ? Je trouve qu'il y a un renouvellement. Il y a à la fois les vieilles générations et puis des jeunes qui sont là pour, à mon avis, reprendre le flambeau. Ellul avait aussi espéré qu'on découvrirait sa pensée en France bien après sa mort. Bon, mais il y a les rééditions, il y a les colloques qui s'organisent un peu partout. Je sais pas, je sens quand même qu'il y a une volonté d'assurer une continuité. Et puis finalement, on est servi par la situation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation de crise vraiment écologique grave. Il y a beaucoup d'éléments. Et puis c'est vrai que de ce point de vue-là, sans ramener Ellul à... C'est pas Madame Irma, Jacques Ellul, c'est pas ça. C'est pas l'homme qui a tout prévu dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui a certainement mis le doigt sur des questions essentielles de son temps. Et ces questions, elles n'ont pas disparu de la scène. Au contraire, je pense que l'actualité lui donne raison. Du coup, ces livres retrouvent leur place. Non ? Donc, moi, je serais plutôt optimiste de ce point de vue-là. Voilà les propos de Patrick Chastenay, professeur de sciences politiques à l'université de Bordeaux 4. À votre micro, Jean-Christophe Emery. Nous arrivons au terme de cette série d'émissions. Alors, vous avez tenté de nous montrer la pertinence de la pensée de Jacques Ellul au fil de cette semaine d'émission, là où ce qu'il disait autrefois reste intéressant et pertinent aujourd'hui. De montrer également qu'est-ce que les personnes qui s'en réclament disent, comment est-ce qu'elles s'en réclament. Et vous nous avez dit que Jacques Ellul ne voulait pas qu'il soit vénéré ou que ses idées soient trop vénérées. Pourtant, on sent qu'on est un peu sur un entre-deux. Comment se situer par rapport à la pertinence, le côté presque prophète de ses paroles et cette ambition chez lui, cette volonté de ne pas être considéré comme un gourou, comme un prophète en tant que tel? Bon, je dirais qu'il faut quand même bien situer Jacques Ellul dans son époque. C'est quelqu'un qui a traversé ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire qu'il est sorti de la guerre et il a commencé par critiquer la logique de la propagande après-guerre, donc celle de la première moitié du XXe siècle. C'était vraiment un grand moment. Et puis ensuite, il s'est beaucoup intéressé à l'avenir de l'humanité et notamment à cette sorte d'autonomie de la technique qui devient toute puissante. Ça a évidemment une pertinence aujourd'hui, mais il faut le situer dans l'histoire. Et dans l'histoire, ces 30 glorieuses, c'est quand même une sorte d'idéal où il y a quelque chose de l'utopie, il y a quelque chose d'une société qui sort d'un âge de la guerre pour un âge d'or. On en est revenu aujourd'hui, mais néanmoins, cette critique très acerbe de l'outsider Jacques Ellul, elle me semble extrêmement forte, même si aujourd'hui, il y a peut-être
une complexité supplémentaire encore qui vient peut-être relativiser aussi un certain nombre des propos de Jacques Ellul et faire que, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont vraiment à l'avant-garde dans la pensée de Jacques Ellul quand il s'exprime sur l'écologie, sur l'affaiblissement du politique, sur la perte des institutions. Il a complètement raison. Mais on se dit en même temps, so what? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et franchement, Jacques Ellul ne répond pas à cette question. Il envoie les gens promener, si j'ose dire, parce qu'il n'a pas un projet de société, Jacques Ellul. Il n'arrive pas, en critiquant la société, avec une proposition clé en main à adopter. Et c'est là que c'est intéressant, parce que il n'a pas, si ce n'est les groupes d'opposition, du militantisme, les petits groupes sauvages, ça c'est sa méthodologie. C'est comme ça qu'il a essayé d'empêcher, qu'il a réussi d'ailleurs, empêcher le bétonnage de la côte aquitaine. C'était un de ses grands combats, c'était d'empêcher, outre les centrales nucléaires et d'autres combats sur lesquels il s'est vraiment profilé, mais d'empêcher que la côte aquitaine devienne une côte atlantique bis et que ce soit complètement bétonné. Et donc il a réussi à maintenir le côté sauvage envers et contre tout. Mais c'est du militantisme et on est vraiment dans une logique qu'on trouve dans les cercles altermondialistes qui n'ont pas véritablement un projet de société mais qui s'opposent au gigantisme, au globalisme et à tout ce qui potentiellement peut phagocyter l'être humain en tant qu'individu par une mécanique qui nous dépasse à tel point que c'est juste un système qui s'entretient lui-même. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette conclusion après cette découverte ou redécouverte de la pensée de Jacques Ellul. Je rappelle d'ailleurs que sur notre page internet rts.ch/esprit, vous avez placé de nombreuses références bibliographiques, que ce soit des livres de Jacques Ellul ou le livre de Frédéric Rognon que nous avons entendu à plusieurs reprises durant cette semaine qui s'intitule Génération Ellul, précisément sur certains de ceux qui se réclament de l'héritage de Jacques Ellul. L'adresse de notre page internet, donc rts.ch/esprit. La semaine prochaine, vous retrouverez À Vue d'Esprit. Alors, malgré que Jacques Ellul ait critiqué la technique, grâce à la technique, nous serons en direct du festival QI Classique avec Marie-Claude Cudry, qui vous propose une série d'émissions intitulée Des notes et de l'esprit pour essayer de comprendre comment musique et spiritualité s'entre-répondent et s'entre-nourrissent, avec notamment comme invité Étienne Barillet ou François-Xavier Amert. Des émissions qui se dérouleront en public. Si cela vous intéresse d'y participer, je vous invite à consulter le site internet, non pas d'À Vue d'Esprit, mais du festival QI Classique, qi-classique.ch. D'ici là, nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bon week-end à l'écoute d'Espace 2 et merci à Dominique Stalder qui signait la réalisation de ces émissions ainsi qu'à Diane Buffo, notre assistante de production. C'est la fin de cette semaine à Vue d'Esprit. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle l'adresse de notre page internet rts.ch/esprit.
Juste après les informations, Zone Critique prend des couleurs aujourd'hui. De Jeff Koons à la Fondation Bayeler aux expositions d'été du MAMCO, en passant par le musée de l'Élysée, Florence Grivel et ses confrères vous conduiront dans l'actualité des arts visuels. Bonne suite de journée sur Espace 2, il est 11h. Il est 11h. Il est 11h. Il est 11h.